Alors, sans plus attendre, on va tout de suite démarrer par la présentation de Act. Alors, qui nous sommes? Nous sommes une entreprise atypique. Nous proposons différentes thématiques que sont la commission de transport, représentant douane enregistrée, cabinet d'expertise conseil et organisme certifié Calliope sur les thématiques du transport, de la douane et de la RSE. Une fois que nous avons fait les présentations, nous allons pouvoir démarrer avec le premier sujet, à savoir le MACF. Alors, le MACF, qu'est-ce qu'on peut en dire, Laurence, sur les modifications, ou du moins les mises à jour qui ont pu être faites entre l'annonce initiale et les différents soubresauts qui ont continué durant toute cette période? Et qui ne sont pas terminés. Qui ne sont pas terminés, effectivement. Oui, alors en effet, on a eu la joie d'apprendre il y a quelques semaines que le paquet de simplification omnibus qui avait été proposé par la Commission européenne en début d'année a enfin été accepté, validé par le Conseil et par le Parlement européen. Et vous avez donc là quelques modifications substantielles et celles qui vous intéressent le plus en termes de simplification et d'allègement par rapport à la nouvelle version. Le premier point, c'est le fameux seuil d'exemption, puisque pour rappel, on était au départ à une exemption uniquement pour des envois ne dépassant pas 150 €. Donc on était sur plutôt un calcul en fonction d'un envoi de marchandises basé sur sa valeur, alors qu'on est bien tous conscients que quand on parle de tonnes de CO2, on serait plus touché par des par poids. du poids plutôt que de la valeur, et donc, effectivement. le projet de simplification qui a été validé, c'est que tous les importateurs qui entreraient dans le champ du MACF par l'identification de la nomenclature douanière des marchandises ne seront plus concernés dès maintenant, à partir du moment où ils n'ont pas 50 tonnes de marchandises. Et là, on parle d'un poids de marchandises, donc un poids net exprimé en tonnes. Parfait. Et justement, si on devait approfondir un peu le sujet, notamment du seuil de 50 tonnes, est-ce qu'on doit continuer justement à déposer des rapports si on est sous ce seuil ou au-dessus de ce seuil? Alors, la DGEC, dans son dernier webinaire, nous a bien dit, à partir du moment où l'entreprise est certaine, mais il faut vraiment en être certain, qu'elle sera en dessous du seuil de 50 tonnes, il est évident qu'elle peut arrêter dès maintenant de rédiger des rapports. Donc ces fameux rapports trimestriels qui étaient obligatoires depuis octobre 2023. Mais il faut vraiment en avoir la certitude, parce que si une entreprise est à la limite des 50 tonnes, potentiellement, elle va rentrer dans le champ l'année prochaine. Et on rappelle quand même que si la réglementation n'est pas respectée par l'importateur, on est dans ce que la douane appelle la prohibition de marchandises. Donc on aura des blocages de marchandises. Deuxième sujet, notamment sur les certificats. On voit sur le tableau qu'il y a eu un décalage à février 2027. Pour quelles raisons est-ce que la Commission européenne a décidé de décaler dans le temps l'achat de ces certificats? Alors, avant de parler des certificats, pour expliquer ce décalage dans le calendrier des obligations, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose qui a été décalée, c'est l'obligation de la déclaration, du dépôt de la déclaration annuelle. Puisque, pour rappel, dans la période transitoire, nous avions des rapports trimestriels qui deviennent, à partir de la période définitive au 1er janvier, une déclaration annuelle. Au départ, cette déclaration, donc c'est une déclaration qui sera basée plutôt après les importations, dans laquelle on va venir rassembler toutes les importations des marchandises concernées sur l'année, vis-à-vis des importations qu'on aura réalisées. Cette déclaration, au départ, était prévue d'être déposée au maximum à la fin du premier trimestre de l'année suivante. Or, maintenant, le calendrier a glissé à septembre de l'année suivante. Ce qui veut dire, dans cette déclaration, comme on va indiquer la quantité totale des marchandises qu'on a importées, c'est à ce moment-là qu'on va faire le bilan par rapport aux certificats qu'on aura achetés et qu'on saura combien de certificats doivent être restitués dans le cadre
de la quantité d'émissions de CO2 qui aura été déclarée, d'où le décalage des certificats. Alors, ce n'est pas l'unique raison, puisque l'autre raison aussi, a priori, c'est que pour l'instant, la gestion de ces certificats et la provision, le coût des certificats n'est encore toujours pas connu. La Commission européenne n'est toujours pas capable aujourd'hui de donner des prix qui soient, notamment pour les valeurs par défaut, qui soient vraiment définis. Elle les promet pour les premiers mois de 2026. Donc, l'idée, dans la simplification, c'est de proposer de faire l'année 2026 sans certificat. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne devra pas payer le carbone par rapport aux importations, mais les certificats seront en vente à partir de février 2027 et permettront, donc de fin 2027, donc au mois de septembre, en fonction de la déclaration, on aura acheté des certificats à partir de février, on pourra restituer en septembre 2027 les certificats qui nous auraient été contraints d'acheter pour l'année 2026. Donc c'est pour ça que la plateforme va nous permettre d'acheter les certificats à partir de 2027. La notion de, puisqu'on a vu aussi la notion de stock de certificats, où au départ, l'obligation c'était d'avoir 80% de ces stocks, donc en fait d'acheter 80% de son besoin en certificat MACF pour couvrir les trimestres en cours. Oui. Cette notion-là a été redescendue à 50%, mais toujours est-il que pour l'année 2026, même s'il va falloir les provisionner, donc on y reviendra certainement après, ces certificats ne seront pas encore en vente. Alors, on voit, vous voyez dans le rétro-planning qu'on est sur 2026, on est bien sur 2027, hein, puisque justement il y a eu un décalage d'1 an, donc on est bien sur 2027. Maintenant j'ai une question pour vous Laurence, et notamment sur cette période transitoire qu'on voit sur le calendrier. On voit qu'on doit être a priori déclarant MACF au 1er janvier. Mais il y aurait une période transitoire jusqu'au 31 mars. Qu'est-ce que ça signifie précisément en tant qu'importateur ? Alors, cette période jusqu'au 31 mars, c'est un peu une période d'adaptation pour les importateurs, puisque a priori, il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup d'importateurs qui ne se sont pas mis en action par rapport à la candidature au statut de déclarant MACF. Donc, pour rappel, théoriquement, à partir du 1er janvier, si vous êtes une société importatrice à hauteur de 50 tonnes sur l'année des produits qui sont couverts par le MACF, vous ne pourrez plus déclarer, vous ne pourrez plus être importateur si vous n'avez pas ce fameux statut de déclarant autorisé. Donc c'est un statut qu'on va nous octroyer via le registre MACF et qui permet de garder les barrières ouvertes au moment du dédouanement. Et étant donné que les autorités ont bien compris que c'était très compliqué dans beaucoup d'entreprises de mettre en place toute l'organisation nécessaire pour répondre aux obligations MACF, il a été accordé un délai supplémentaire. Alors ce délai, ce n'est pas un délai je peux importer mes marchandises même si je ne suis pas déclarant. L'idée, c'est de dire qu'au lieu d'interdire l'importation pour un importateur qui n'est pas encore autorisé, donc qui n'a pas encore eu son statut de déclarant autorisé, de lui laisser la possibilité de continuer à importer sa marchandise à partir du moment où il a déposé sa demande. Parce qu'en fait, alors en ce moment, les candidatures, donc une fois qu'elles sont déposées, a priori, la DGEC nous annonce un temps de retour de 15 jours, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Ouais. Donc, en étant conscient de ce délai de traitement de la demande, on a cette possibilité de déposer sa demande et de quand même continuer à importer jusqu'au 31 mars, en tout cas. Alors justement, on va essayer d'amener du concret avec des exemples pour que ce soit le plus clair possible pour nos téléspectateurs. Je prends un premier exemple. Je fais une importation
avant le 31 mars et cette importation fait en sorte que je passe ce seuil de 50 tonnes. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue déclaratif et importation? Alors, première solution, j'ai déposé ma demande de statut de déclarant MACF. Si ma demande est déposée, je peux passer ma déclaration et je peux importer ma marchandise. Si la demande n'est pas déposée, je ne pourrai pas passer ma déclaration. Donc typiquement, j'ai déposé ma demande au plus tard le 31 mars, ma marchandise arrive sur le port le 1er avril, je dépasse 50 tonnes, le dépôt de la demande de déclaration MACF vaut et permet de dédouaner la marchandise. Oui. Maintenant, deuxième exemple, je dépose ma demande le 1er avril et la marchandise importée, qui est au-dessus de 50 tonnes, arrive le 2. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous serez bloqué. Ok, pourquoi? Parce que à partir, donc le 31 mars, c'est vraiment la date limite. À partir du 31 mars, tous les importateurs qui voudront importer en tant que déclarant MACF devront avoir eu le statut validé par la DGEC et donc par les autorités européennes. Très clair. Une autre question maintenant concernant, on revient finalement sur le seuil de 50 tonnes. Bon nombre d'opérateurs ont déjà peut-être identifié, parce que tous les ans, ils savent qu'ils font plus de 50 tonnes, donc ceux-là savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, on va parler plutôt des entreprises, des importateurs qui habituellement sont sous ce seuil. Et qu'est-ce qui se passe si durant l'année, ils se rendent compte qu'ils vont atteindre ce seuil et que la prochaine importation va faire qu'ils vont dépasser ce seuil? Alors, d'ailleurs, vous soulevez la problématique, c'est que quand bien même l'importateur pense qu'il n'a pas historiquement dépassé le seuil des 50, mais qui n'en est pas si loin que ça. Là, on va parler en tonnes. Si on est à 40 tonnes, là on a intérêt à surveiller, mais il faut vraiment dès janvier justement essayer de suivre les différentes importations. Parce que si on passe le cap des 50 tonnes, je vais dire une bêtise, le 14 juillet, enfin le 13 juillet on va dire, et que là on n'a rien fait, l'importation ne passera pas, on aura vraiment un blocage. Et là pour le coup, il faudra déposer la demande de déclarant MACF, rassembler les éléments, parce que la demande elle ne se fait pas juste... comme on fait une demande de numéro EORI, hein, c'est pas juste je vais cliquer OK et je coche des cases, on doit fournir des éléments. Derrière, il y a le traitement de la demande. J'ai volontairement pris juillet parce qu'on sait pertinemment que juillet-août, ce sont des périodes où le traitement administratif peut être plus long. Tout à fait. Donc potentiellement, vous pouvez avoir des blocages, la marchandise peut être bloquée assez longtemps, et au-delà du côté MACF, c'est le côté blocage de marchandises, sur Estaris si c'est un container, tous les frais associés effectivement. Arrêt de chaîne de production si c'est pour transformation. Donc il faut vraiment se mettre en tête que c'est pas parce qu'on n'est pas directement concerné à l'instant T qu'il ne faut pas surveiller. Ça m'amène à une autre question finalement, justement sur cette notion de surveillance et de suivi. Bon nombre d'opérateurs sont aujourd'hui dans ce cas de figure, à savoir qu'ils utilisent plusieurs RDE. Donc RDE, je rappelle, représentant douane enregistrée, donc ceux qui se chargent des formalités de dédouanement. Je rappelle que la réglementation MACF est associée, ou du moins identifiée, par rapport au code douanier. Donc c'est le code douanier qui va faire en sorte que le produit est soumis ou pas. Donc dans la configuration où je suis un importateur qui utilise plusieurs RDE. Et donc, comment est-ce que ça se passe justement par rapport à ce seuil et ce suivi? Alors, par rapport au lien d'ailleurs avec notre ami Delta I, puisque les déclarations sont passées dans le système Delta, il faut savoir que le RDE va avoir ce qu'on appelle des dispositions tarifaires particulières. Donc, ce sont des petits codes qu'on met nous dans la déclaration pour indiquer au système si on est concerné ou pas par telle ou telle réglementation. Et il y aura en effet un code qui permettra en fait de débloquer les déclarations quand bien même j'importe un produit qui est dans le champ MACF. Donc si j'importe demain une poubelle en aluminium au 7616, je vais devoir prévenir mon RDE que je ne suis pas concerné par le MACF parce que je suis en dessous du seuil. Le RDE pourra mettre le bon code pour que la déclaration ne soit pas bloquée. Mais en fait, le RDE, lui, ne le saura pas dès le départ, puisque si vous utilisez plusieurs RDE, c'est à vous, ça va vraiment être à l'importateur de tenir son compte quelque part
en termes de poids de marchandises, parce que si le RDE se retrouve avec une déclaration bloquée dans le système, parce que les systèmes qui se digitalisent et dans lesquels il y a quand même des paramètres de contrôle que, via les données statistiques, il n'est pas improbable que le système calcule tout seul le lien entre les ORI de l'importateur et le poids de la marchandise et le code douanier, qu'à un moment donné, ça fasse stop automatiquement. A priori, c'est ce qui est prévu. Donc, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ça puisse bloquer. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour les opérateurs, importateurs, il faut qu'ils puissent suivre ça et collecter la donnée auprès de leur RDE. Tout à fait. Donc, très bien. Donc, peut-être émergera, et on pourra l'évoquer éventuellement sous Delta I, c'est cette notion de RDE unique qui est poussée par la douane et qui, finalement, fait de plus en plus sens par rapport à la collecte de ces informations. Ok, j'ai une autre question, notamment par rapport à toutes les présentations qui ont été faites par la DGEC. Ils sont très actifs sur les réseaux en proposant des webinaires et il faut leur reconnaître qu'ils ont initié une chose qui permettrait d'estimer des coûts. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, là, il est question donc, du fameux coût du certificat. Donc, c'est la grande question. Et pour ceux qui nous regardent et qui sont concernés, je pense que c'est l'élément le plus nébuleux, on va dire, du sujet depuis le début. Hein. Ça fait 2 ans et demi qu'on en parle et ça fait 2 ans et demi qu'on se demande comment on va pouvoir provisionner le coût de la réglementation MACF. Donc, la DGEC a mis à disposition en fait un petit fichier Excel qui alors n'ayez pas peur, ce fichier Excel, il n'y a que 3 ou 4 onglets de mémoire. Il est très simple d'utilisation, contrairement au fameux template qu'on demandait aux fournisseurs de remplir pour mettre les données réelles. Donc ils ont appelé ça une calculatrice. Alors cette calculatrice, en fait, elle va être basée sur les valeurs par défaut. Parce que dans le paquet Omnibus toujours, une des simplifications a été de revenir à la possibilité d'utiliser des valeurs par défaut à 100% pour déclarer nos émissions. Alors ces valeurs par défaut, elles ne sont pas encore tout à fait connues, mais elles ont été... Elles vont faire l'objet d'actes d'exécution au début 2026 d'après la Commission européenne. Et elles ont été donc incluses dans cette fameuse calculatrice. Oui, donc pour revenir sur les valeurs par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que on sait que la méthode de calcul a été prise en fonction des process de production les plus polluants. On a vraiment pris le pire scénario. Et en plus de ça, la Commission européenne prévoit d'imposer un markup, donc c'est-à-dire qu'elles seront en plus surévaluées. De 10%. Alors, elle parle quand même entre 20 et 30. Alors sur la calculatrice, on voit qu'effectivement, il y a ce markup aujourd'hui qui est de 10%, mais ça peut effectivement encore bouger. Et pour le coup, l'idée, c'est vraiment d'imaginer le pire. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre chez les importateurs, parce qu'on a envie d'imaginer le plus juste, mais ça a le mérite d'exister. Et donc, cette calculatrice avec ses valeurs par défaut va permettre, en fonction de la nomenclature douanière d'un produit, de son poids, d'aller calculer en fait le coût du certificat, sachant que le mode de calcul est toujours aussi complexe, parce qu'en fait, on va prendre en compte ce qu'on appelle le facteur carbone, donc les émissions, donc comme je vous disais, les valeurs par défaut des pays les plus polluants, enfin des systèmes de production les plus polluants. Et là, on a 2 notions qu'il faut avoir qui sont un peu plus compliquées. C'est la notion du SEQE, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait venir diminuer l'impact, enfin, on va diminuer la valeur de cette valeur par défaut en fonction de ce qu'on aurait bénéficié si on avait produit en Europe. Et qu'on aurait, dans ce cas-là, bénéficié des quotas gratuits. C'est ça, oui. Sachant que ces quotas, de toute façon, à un moment donné, vont s'éteindre puisqu'ils sont en train de diminuer et pour 2034, tout le monde va passer sous le régime MACF.
Ça, c'est le premier élément, les quotas. Et le deuxième élément, c'est le fameux prix carbone déjà payé par le fournisseur. Donc ça, cette notion de prix carbone déjà payé par le fournisseur, elle ne figure pas dans la calculette, mais c'est normal parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du fournisseur, de la chaîne de production. Mais l'idée, c'est que cette calculatrice permette d'avoir une notion par rapport au coût du carbone à aujourd'hui pour pouvoir provisionner. Et la DGEC engage vraiment intensément, je dirais, les entreprises à l'utiliser pour pouvoir chaque trimestre faire le bilan de ce que vont coûter les certificats qu'on va acheter en février. On peut effectivement leur reconnaître qu'ils ont été très présents et que cette calculatrice, on vous invite à la télécharger. Elle est très intéressante dans la compréhension pour simplifier, je dirais, tout ce qui vient d'être dit et ce que la DGEC peut porter. Ça permet vraiment de comprendre le mécanisme et le fonctionnement pour vous permettre derrière de vulgariser un peu ça dans vos organisations et d'avoir une estimation déjà du coût que ça va représenter, du moins du surcoût que ça va représenter à l'importation. Et ce n'est pas neutre. Merci Laurence. Un dernier point, on va essayer d'y passer vite parce qu'on voit que le temps est en train de défiler et les sujets sont très intéressants. Concernant notamment la notion de dépôt du rapport versus demande de déclarant MACF. Là, c'est un peu le brouillard parce qu'il y a des communications avec un premier site, puis un deuxième site qui a été mis en œuvre. Enfin, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce qu'il convient de comprendre par rapport à ces deux process qui sont différents? Oui, là encore, on est revenu en arrière pour simplifier les choses en termes d'accès au registre du MACF. En fait, en 2 mots, on a le premier registre qu'on appelle le registre 1.0 qui permet de faire les rapports trimestriels sur lequel on se connecte depuis le début via un compte douane.gouv certifié pour l'entreprise et au travers de son numéro de SIRET. Et la plateforme qui a été ouverte, donc le registre qui a été ouvert en début d'année pour le dépôt des candidatures à déclarants autorisés, était accessible via un compte EU Logging, qui est un peu le compte comme le compte douane.gouv, mais au niveau européen, qui nous donne accès aux téléservices européens, avec le numéro de Sirène, cette fois-ci. Donc, on balaye tout ça. Pour ceux qui ont réussi à se connecter et à faire le nécessaire via les 2 comptes, pas de problème. Pour ceux qui n'auraient pas encore commencé ou qui n'avaient pas de compte e-logging, aujourd'hui, il est possible d'accéder aux 2 plateformes, aux 2 registres avec le compte douane.gouv. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, ce n'est pas le même URL. Et d'un côté, on se connecte avec le SIRET en tant qu'identifiant et de l'autre côté avec le Sirène. Bon. C'est très clair, mais pas simple non plus. Bon, eh bien écoutez, merci Laurence. On va vous mettre un peu à contribution. L'idée est de vous présenter un sondage avec une question assez simple que vous avez sous les yeux, à savoir, est-ce que vous êtes concerné par le MACF malgré les simplifications omnibus et notamment ce seuil de 50 tonnes qui a été initié. Donc vous avez 3 réponses possibles. Eh bien, écoutez, on attend vos réponses. Donc A, vous êtes concerné et vous le savez. B, vous n'êtes pas concerné. Ou C, vous ne savez pas encore si vous êtes concerné. Et on en profite aussi pour vous évoquer que sur le sujet MACF, si tout n'est pas clair pour vous, nous proposons une formation coup de poing, donc avec un format court, qui vous permettent de comprendre les nuances de justement cette réglementation, mais aussi d'aller sur cette calculatrice et vous donner les grilles et clés de lecture sur le sujet. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors Ambre, est-ce qu'on a des réponses? Merci. Alors vous êtes 27% à avoir répondu que vous êtes concerné, 49% à ne pas être concerné et 22% qui ne savent pas. Donc ça peut être effectivement pour ces 22 personnes qui ne savent, enfin ces 22% pardon, qui ne savent pas, effectivement de pousser peut-être l'analyse pour savoir si vous le serez ou pas. Parce que si vous ne le savez pas et que vous tombez sous le coup de cette réglementation, vos marchandises seront tout simplement bloquées. Donc très important de faire attention à cela parce que ça peut avoir des impacts et des répercussions sur l'aval. Merci à vous. On va attaquer le deuxième sujet
qu'est le RDUE. Donc le RDUE concerne finalement la déforestation, donc c'est une nouvelle réglementation qui vient s'imposer à nous et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je vous laisse la parole, Laurence, pour nous expliquer finalement en quoi consiste cette réglementation RDUE. Alors, RDUE, MACF, même combat. On est toujours dans les différents outils qui ont été qui se mettent en place au niveau mondial pour sauver notre planète, hein, quelque part. Le RDE, donc le règlement sur la déforestation et la dégradation des forêts, va toucher. Alors le principe, c'est un peu comme le MACF, c'est qu'on va parler de certains secteurs, de certains produits identifiés par leur nomenclature douanière. Ça, c'est pour le périmètre. Mmh. La différence avec le MACF, c'est qu'on va parler autant d'importation que d'exportation ou de mise sur le marché communautaire. Donc là, on n'est pas uniquement dans un système d'importation. Et l'idée, c'est que les entreprises, les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits qui sont issus potentiellement de déforestation, mettent en place ce qu'on appelle une diligence raisonnée. Donc c'est toute une organisation interne pour analyser la chaîne de valeur et vérifier que les matières qu'on a utilisées pour produire les marchandises ne sont pas issues de forêts dégradées. Et donc, si on parle de secteur d'activité, on va parler notamment de tout ce qui est bovin, les palmiers à huile, le cacao, secteur fortement touché, le caoutchouc, on n'en parle pas souvent, mais le caoutchouc aussi, matière naturelle très utilisée, le café, le soja et enfin le bois et le papier. Donc on parle de secteur, mais à l'intérieur, on a vraiment, comme dans le MACF, on a une annexe. Et dans cette annexe, on a l'ensemble des nomenclatures douanières qui sont concernées par ces produits. Alors, moi, j'ai une question assez simple, notamment pour notre gouverne à toutes et tous. C'est qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'une déclaration de diligence raisonnée? Alors, la déclaration en tant que telle, c'est une attestation, une déclaration qu'on va remplir sur un portail européen, encore une fois, qui sera aussi relié à terme au système Delta, puisqu'on parle du système TRACE, qui est un système qui est connu par certaines entreprises, puisqu'il est déjà utilisé pour la gestion de certains documents d'ordre public depuis, je pense qu'il a au moins 15 ans, ce système oui, TRACE. Facilement, oui. Pour tous les produits soumis à phyto-vétérinaire, etc., ou voilà. certificat bio. Le système fonctionne. Là, on a déjà... on sait que ce système-là n'a pas été à inventer. Donc, la déclaration, c'est... je parle vraiment que de la déclaration, hein, pas tout ce qu'il y a à faire avant. Mais ça va être un peu la licence pour importer le produit ou pour pouvoir le vendre ou le mettre sur le marché. Donc, c'est un document... Enfin, ça va être un numéro, certainement, qui sera créé par l'opérateur, dans lequel on va identifier la marchandise, le volume de cette marchandise en poids, et on va notamment identifier la géolocalisation de la matière entrante qui est soumise au RDUE, de manière à prouver que le produit ne vient pas d'une zone qui a été déforestée. Parfait. Alors là, on voit une carte qui permet de donner une indication. Est-ce que vous pourriez nous donner la définition de ce qu'on est en train de voir à l'écran? Qu'est-ce que ça signifie notamment par rapport à cette réglementation RDUE? Alors, c'est le classement des pays donc, qui a été publié en mai 2025 par la Commission européenne. C'est un des éléments qui était encore non connu jusqu'à début d'année concernant la notion de risque pays. La Commission européenne, alors on a parlé de la déclaration de diligence, en fait cette déclaration, avant d'être réalisée, elle sous-entend
qu'un système de diligence raisonnée a été mis en place dans l'entreprise. Et dans ce système de diligence raisonnée vient la notion de risque pays. En fonction du risque du pays de provenance, on va avoir des obligations qui vont être différentes. Et sur la partie pays, on a donc uniquement 4 pays qui ont été déterminés comme des pays à haut risque, qui sont les pays avec lesquels on est actuellement de toute façon en sanction sur Pour tout. beaucoup de choses. Voilà. À partir du moment où les marchandises sont dans un risque, ce qu'on appelle un risque standard ou un risque faible, on va pouvoir continuer à importer, mais avec une diligence raisonnée, c'est-à-dire que l'entreprise va devoir aller exercer ce qu'on appelle une analyse de risque vis-à-vis de ses fournisseurs. Et en plus de cette analyse de risque, elle va devoir également mettre en place ce qu'on appelle des atténuations de risque. Donc c'est le classement des pays. Alors on a été un peu surpris parce qu'on s'attendait à avoir un peu plus de orange au moins sur la carte. Mais finalement, on est quand même sur des zones, en effet, qui sont connues dans certains domaines, notamment si on parle de cacao. On va avoir... les transformateurs de cacao vont avoir un gros travail à faire, notamment vis-à-vis de leurs fournisseurs. Dans la diligence raisonnée, on parle de collecter des documents, collecter des informations. Donc là, c'est vraiment... les produits, les noms scientifiques des produits, les géolocalisations. Cette collecte d'informations qu'il faudra garder 5 ans minimum peut aboutir ensuite à l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation des risques. Et donc dans l'évaluation des risques, là par contre, il n'y a pas de formalisme. Chaque entreprise va pouvoir mettre en place les actions nécessaires qu'elle estimera nécessaires par rapport à sa place dans la chaîne de valeur et par rapport à ses produits. Elle va faire cette analyse de risque. À partir du moment où elle aura fait l'analyse de risque et qu'elle aura mis en place des atténuations, donc elle aura mis en place des actions, que ce soit de la veille ou voire changer de fournisseur, ça peut aboutir à un changement de sourcing. Tout à fait. Mais une fois que tout ça est fait, elle pourra ensuite faire sa fameuse déclaration de diligence raisonnée. Alors, on nous a fait un petit signe pour l'écran. Ça doit être peut-être la mise à jour là, que je vois. D'accord. Je ne sais pas si c'est ce qui est vu à l'écran. On va l'enlever. On peut l'enlever, oui. Parfait. Alors, on va continuer. On va arriver cette fois-ci, on va revenir un peu sur le calendrier parce que aujourd'hui, depuis ces dernières semaines, il y a eu pas mal de communication autour de ce sujet, un peu comme le MACF d'ailleurs, c'est-à-dire une première communication assez rigoriste sur le sujet, et puis ensuite une détente qui vient derrière. Et là, on est finalement dans les arrêts de jeu avant le lancement de cette réglementation. On a eu a priori une première communication qui laissait entendre qu'on allait avoir un décalage d'1 année. Puis la Commission européenne qui vient nous donner une indication différente. Qu'est-ce qu'il en est dans tout cela par rapport au calendrier de déploiement et ce à quoi les opérateurs doivent s'attendre d'ici fin d'année ou voire l'année prochaine? Oui, en effet. Alors, le décalage, en effet, on en a entendu parler début octobre, il me semble. On a déjà décalé d'1 an. C'est vrai. Faites bien de le préciser. Je pense que la Commission européenne, elle a peut-être envie de garder le côté, de ne pas non plus donner l'impression en fait de ne pas arriver au bout de ce qu'elle entreprend. Donc en plus, y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même fait le nécessaire. Nous, quand on est au contact des clients, on voit bien que la notion de RDUE, notamment avec les services RSE, les démarches sont entreprises au moins sur l'analyse de risque. Alors, ce qui a été officiellement publié, on va dire, par la Commission européenne la semaine dernière, le 21 octobre, ce sont des propositions. Donc, c'est des propositions. Comme d'habitude, la proposition doit passer par le Parlement, le Conseil, donc ça peut être un peu long. Et dans ces propositions, on a un décalage, qui est le décalage pour les petites et micro-entreprises, qui devait, donc, sur notre calendrier ici,
entrer dans le système entrer dans la réglementation RDU à partir de juin 2026, elle pourrait rentrer à fin 2026, donc décembre 2026. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, alors, certains appellent ça le délai de grâce, mais on va plutôt dire que les entreprises vont, donc notamment les PME et les hors PME, les grosses entreprises, vont dans tous les cas rentrer dans leurs obligations à partir du 1er janvier. Et l'information, c'est que jusqu'à juin, on aurait 6 mois où on n'aurait pas de contrôle ni de pénalité. Pas de pénalité. Donc, les autorités sont bien conscientes que, encore une fois, parce que si on a la double peine MACF RDE, c'est quand même 2026 va être quand même assez chargé. Oui. Donc là, c'est le délai de 6 mois pour cette partie-là. Après, on a deux petites choses aussi. C'est la possibilité d'avoir une déclaration unique et simplifiée pour les producteurs et les forestiers. Donc là, c'est les petits producteurs, pardon. Donc là, bon, c'est peut-être pas le cas de de nos spectateurs aujourd'hui. Et sinon, par contre, ce qui peut être quand même un bon levier ou un bon allègement, c'est le fait que les commerçants et les fabricants qui sont plus dans ce qu'on appelle en aval dans la chaîne, donc on le voit là, voilà, dans cet exemple. Donc dans notre exemple, en effet, on a ici plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs. Théoriquement, en fonction de la taille de l'entreprise et du produit, il y avait nécessité d'avoir une déclaration de diligence raisonnée rédigée à chaque étape par l'intermédiaire. Là, on parle de dispense de déclaration de diligence raisonnée pour par exemple, ici dans notre cas, pour le transformateur 2, c'est-à-dire des opérateurs qui sont plus en aval de la chaîne et qui pourront utiliser en fait les déclarations de diligence de finalement celui qui a mis sur le marché, celui qui a vraiment importé le produit. Donc ça, c'est quand même un levier qui permettra peut-être aussi au système informatique et à la plateforme d'être allégé, puisque on estime quand même un volume de DDR, les déclarations de diligence, assez... On suppose que cette proposition d'ailleurs a été faite par rapport à la mise en alerte du système qui ne serait pas en capacité d'absorber l'accroissement de demande DDR. Parfait. Eh bien, merci Laurence pour ce sujet. On va une nouvelle fois vous mettre à contribution pour un deuxième sondage lié à cette réglementation, savoir si vous êtes prêt, ou du moins votre organisation elle est prête à mettre en application cette réglementation. Vous avez 3 choix possibles. Vous l'êtes, réponse A, pardon. Vous n'êtes pas prêt, réponse B, ou vous n'êtes tout simplement pas concerné, réponse C. Sachant que là aussi, si vous êtes concerné et pas prêt, nous avons également une formation qui peut vous convenir à double casquette RSE douane. Tout à fait, effectivement. Qui évoquait la partie RSE et la partie douane et qui pourrait là encore vous éclairer et vous confirmer que vous n'êtes pas concerné, ou si vous l'êtes, de savoir ce qu'il faut mettre en œuvre. Alors, nous avons les réponses. Merci Ambre. Vous êtes 21% à être prêt, vous êtes 42% à ne pas être prêt et vous êtes 36% à ne pas être concerné. Donc 42%, effectivement, ça fait c'est un bon morceau. Donc, bon, vous avez encore quelques semaines, mais quand on voit tous les sujets, on va attaquer le dernier volet qui est Delta IE, volet import. Il y a un certain cumul, je dirais, sur les différentes réglementations qui vont entrer en vigueur en 2026. Eh bien, sans plus attendre, nous allons attaquer le dernier morceau qui est Delta IE. Alors, Delta IE, je vous rappelle, c'est le nouveau logiciel de dédouanement qui remplace Feu Delta G et Delta X pour les volumes Fret Express. Donc, écoutez, Laurence, l'idée c'est de faire une rétrospective assez succincte de ce qui s'est passé et de ce qui nous attend et de ce qu'on vit aujourd'hui à travers finalement le énième planning de déploiement. Qu'en est-il aujourd'hui? Où nous en sommes?
Bah, écoutez, apparemment, on y est tous, hein. Ça y est. Effectivement. On a... alors, moi, personnellement, je ne suis plus trop dans l'opérationnel, donc je n'ai pas subi ces changements. Ça a été très, très compliqué, notamment aussi de par le calendrier, en effet, hein, qui a été quand même plusieurs... On était censé avoir 6 mois De double run. qu'on n'a finalement pas vraiment eu, même pas du tout. Alors, à aujourd'hui, les déclarations passent toutes dans Delta I. On a encore beaucoup de procédures de secours. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des bugs, forcément, toutes les typologies de déclarations n'étaient pas encore passées à mi-octobre. Donc, pour info, cette semaine, alors depuis même la semaine dernière, on est à peu près en procédure de secours un peu tous les jours. Oui, quasiment, effectivement. Donc, pour rappel, la procédure de secours, c'est le système Delta I qui ne fonctionne pas. Nous avons l'autorisation de passer en mode dégradé, on va dire, nos déclarations. Ce qui n'est pas si simple parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on passe une déclaration en procédure de secours pour un RDE, ça veut dire qu'on fait la déclaration 2 fois, puisqu'on doit derrière la régulariser dans le système et suivre une compta matière, donc, pour pouvoir vérifier que toutes nos procédures de secours sont bien régularisées par une déclaration. Et quand la procédure de secours se termine, eh bien, on y repart tous, hein, et puis c'est comme le goulot d'étranglement. Alors, soit il y a encore des bugs et on n'a pas forcément toutes nos déclarations qui vont basculer tout de suite, soit c'est tout simplement parce qu'il y a du monde d'un coup qui revient sur le système. Donc, soyez indulgents vis-à-vis de voilà. vos RDE. On en parle en connaissance de cause. On comprend effectivement qu'il y ait des impératifs, mais on est sur une période où on va accumuler les périodes justement les événements de procédure de secours risquent de se multiplier encore, mais c'est normal puisque le lancement a été fait et on a 100% des déclarations ou quasiment qui passent, enfin, on peut considérer 100% qui passent sous ce système, donc il va générer des problématiques puisque ça teste le système en tant que tel. Donc voilà, soyez indulgents. Vous avez la possibilité aussi d'aller sur les alertes, puisque sur le site de la douane, vous avez les alertes de procédure de secours. Ça vous permet bien de valider, de vous assurer que vous êtes bien en procédure de secours quand votre RDE vous l'indique. Mais il faut savoir que sur cette période-là, en sachant qu'on va avoir le Delta Export qui va arriver à mi-novembre et déploiement au plus tard le 14 décembre, on peut considérer que jusqu'au premier trimestre 2026, on risque d'avoir quelques épisodes un peu durs, difficiles pour tout le monde. Mais voilà, on doit passer par là et il faut en tenir compte. Simplement pour, je dirais, expliquer ce qui change entre Delta G et ce qu'on a connu depuis X années maintenant et Delta I, volet import, alors qu'on peut dupliquer sur l'export, mais là le sujet est plutôt l'import. Concrètement, ça change quoi d'un point de vue pratico-pratique pour un opérateur, du moins un importateur ? Alors, quand on est importateur qui travaille avec un RDE qui ne fait pas lui-même sa déclaration, si le RDE, lui, en tout cas en France, est capable d'établir la déclaration et de la ressortir sous format DAU, j'ai envie de dire, l'ancien format qu'on avait dans l'ancien système, quelque part, ça ne change pas grand-chose, mis à part peut-être des informations qui sont codifiées différemment. Quand vous êtes importateur, si vous avez à faire du contrôle interne sur vos déclarations, théoriquement, ça ne doit pas vous chambouler. À partir du moment où vous êtes sur un RDE qui utilise un prestataire EDI qui lui-même a tout fait, puisque les prestataires EDI ont quand même fait énormément pour que nous, déclarants, nous ne soyons pas perdus sur nos écrans et qu'on puisse sortir du système une déclaration qui ressemble à ce qu'elle était avant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la donnée électronique, c'est des échanges, c'est des codes, alors on a bien un format, un PDF qui avait été proposé par la douane, je pense qu'on l'a juste derrière, voilà. Donc nous, aujourd'hui, quand on a une déclaration à faire,
on peut la sortir sous le format de la douane, mais nous sommes efforcés de pouvoir aussi la proposer sous format DAU, contrairement à, vous voyez ici on vous a mis un exemple, puisque en fait au niveau européen, il n'y a plus de formalisme, comme c'est la donnée électronique qui compte, il n'y a aucun... Juridiquement, il n'est plus contraignant, c'est-à-dire que c'est uniquement le flux JSON qu'on vous a montré sur la slide précédente qui vaut déclaration. Finalement, c'est une proposition qui est faite. Et ce qu'on voit là aujourd'hui à l'écran, c'est une déclaration delta I, E, émise par l'Italie, et à gauche, une proposée par la douane française. Donc on voit bien qu'il y a déjà une différence, oui. Ce qu'on n'avait pas sous delta G, puisqu'on avait réussi à tous se mettre d'accord sur un seul format. Oui. Et donc aujourd'hui, alors on peut, pour des raisons, d'ailleurs, l'idée de toute cette révolution dans la déclaration en douane, c'est aussi de pouvoir dédouaner n'importe où en Europe. C'est ce qu'on appelle le dédouanement communautaire centralisé, qui finalement devrait arriver. Devrait arriver, oui. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, si je dédouane en Italie, en Belgique et en Allemagne, potentiellement, je vais avoir des modèles de déclaration complètement différentes. Et donc, pour contrôler mes déclarations, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et justement, alors avant d'arriver et que vous puissiez répondre à ce sondage, une dernière question, et ça va amener finalement tout doucement à cette question qu'on va vous poser. C'est avec ces modifications, alors on refait le parallèle avec les MACF, on doit collecter des infos, donc plus on a de partenaires qui se chargent des formalités de dédouanement, plus on doit aller collecter ces informations. Au même titre que sous Delta, on va avoir des formats potentiellement différents. Est-ce que finalement, ça ne fait pas sens de centraliser nos déclarations auprès d'un seul représentant en douane enregistrée et de décorréler la douane du transport? Est-ce que ça ne fait pas aujourd'hui plus sens aujourd'hui qu'hier? Bien sûr. Et c'est aussi le fait d'avoir un RDE unique va permettre de sécuriser sur toute la partie douane, mais pas que. Alors oui, en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, mais on a toute le classique, hein, le classement douanier, la détermination de la valeur. On sait pertinemment aujourd'hui que quand on confie la douane à plusieurs RDE, parfois on va se retrouver avec des déclarations qui finalement n'ont même pas le même code douanier. Donc bien sûr, le lien avec Trace pour les DDR, le lien avec la plateforme, le registre MACF, tout ça va complexifier encore plus les informations à donner au RDE. Donc on a encore plus intérêt à n'en avoir qu'un avec un contact privilégié qui connaît l'activité de l'entreprise, les produits de l'entreprise et qui va pouvoir justement sécuriser au maximum les déclarations. Et communiquer les éléments nécessaires pour justement la notion de MACF, etc. Exactement. On voit que nos téléspectateurs ont répondu et c'est intéressant parce que 50% n'envisagent pas de RD unique. Donc en fait, on constate que, alors ça sera intéressant après de savoir, on n'aura pas le temps, mais de savoir pour quelles raisons ils n'envisagent pas, parce que est-ce que c'est contraint par rapport à l'organisation, parce qu'il y a quand même, pour arriver à ORD unique, il faut une maturité douanière, donc peut-être qu'il y a la structuration de l'opérateur en tant que tel, peut-être que c'est l'organisation qui fait que, il y a peut-être plusieurs raisons, mais on voit que tout ce qui est en train d'arriver nous amène mécaniquement à cela. Et on voit que 37% ont quand même déjà mis en œuvre cela, donc des personnes ayant répondu bien évidemment. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être, enfin en tout cas qui est en marche, voilà, je cherchais le terme, qui est en marche et c'est intéressant. Eh bien, on arrive au terme de ce webinaire et nous laissons place aux questions. Il est 49, donc nous avons un petit temps pour bien prendre quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, Ambre, est-ce que l'on a des questions qui ont été posées dans le chat? Ah oui, on en a quelques-unes. Oui, alors on va pas répondre à tout. On va en prendre quelques-unes à la volée. Une liste de codes douaniers. Alors, existe-t-il une liste de codes douaniers concernés par le MACF? La réponse est oui.
Cette liste de nomenclature douanière est reprise dans l'annexe du tout premier règlement de mai 2023. Mais pour y accéder plus facilement, alors je réfléchis parce qu'entre le RDE et le MACF, RDE, je sais que l'annexe est directement téléchargeable sur le portail du ministère de la Transition écologique. MACF, il me semble pas, c'est dans le règlement. Ouais, on est obligé d'aller dans le règlement. Dans le règlement. En fait, sur le site de la MACF, vous avez à la fin les règlements et vous allez retrouver, c'est le règlement de mai 2023, l'annexe 1 qui reprend les nomenclatures combinées à 8 chiffres. Donc, Ok. Alors, de taille d'entreprise. Ah oui, pouvez-vous rappeler où trouver les critères officiels de taille d'entreprise? Alors, je me permets de répondre. On n'a pas le... Alors, ce sont des décrets, il y a des règlements bien précis qui donnent la définition et notamment de PME. Qu'est-ce qu'on entend par PME? On ne peut pas vous répondre là maintenant parce qu'on ne les a pas en tête, mais par contre, on pourra vous les communiquer sans aucun problème. Il y a une notion de chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires, de nombre de salariés. Effectivement. C'est ce qui fait qu'on bascule de l'un à l'autre. Donc, tout est bien défini par décret. Alors ensuite, il n'y a aucune confirmation du report de la date. Alors bonjour, jusqu'à présent, il n'y a aucune confirmation du report de la date de mise en œuvre du projet pour les grandes entreprises. RDE ou MACF? Il me semble que ça parle peut-être de RDUE. À mon avis, c'est plutôt ça, parce que MACF, il n'y aura pas de mouvement. Donc ça ne peut être que RDUE aujourd'hui. Dans la proposition qui a été faite là le 21 octobre, ce n'est pas un décalage, c'est juste pour les grandes entreprises, cette notion de délai de grâce de 6 mois. Il y a une question intéressante. Est-il nécessaire d'avoir un numéro EORI pour faire une DDR? Est-ce que des fournisseurs hors UE peuvent obtenir des numéros de DDR? Question piège. Alors, de mémoire, pour l'avoir fait sur la plateforme formation de Trace, le numéro EORI, oui, il est nécessaire. Et dans le règlement, il est indiqué. On peut répondre après, peut-être. Ça peut être intéressant. La question est intéressante. Je pense que le numéro EORI est obligatoire. Après, il faut savoir que pour les DDR, ce n'est pas forcément l'opérateur. L'opérateur peut déléguer le remplissage des DDR sur le site Trace par un mandataire. Oui. Donc, mais à creuser. À creuser. Avec le MACF, c'est beaucoup plus clair parce qu'ils ont statué. Il y a eu beaucoup de questions sur le sujet. Et il y a cette notion de représentation indirecte quand on est hors UE. Est-ce que dans le cas d'une DDR, il faut être nécessairement représentation indirecte pour un non établi? On va le valider. Je dirais que oui, puisque la DDR, elle dépend de l'importateur. Donc, d'un point de vue logique, je me dirais l'importateur doit être un établi ou du moins avoir un représentant fiscal pour établir les formalités de dédouanement. Donc, de fait, il faut que j'ai un établissement stable. Mais on va vous le confirmer. Il est quelle heure? On prend une dernière question. Il y en a quelques-unes, c'est intéressant. On va devoir faire la déclaration dans mon cas export. Alors, on ne va plus utiliser les services d'un RDE à partir de quel... Alors, les chargeurs vont devoir faire leur déclaration dans mon cas export sur le site de la douane, point d'interrogation. On ne pourra plus utiliser les services d'un RDE à partir de quelle date? Alors, il me semble que là, c'est pour Delta E. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Delta E. Qui va arriver effectivement le 14 décembre. Mais il manque encore de la substance pour pouvoir évoquer, et ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Mais là, en l'occurrence, la question, elle tourne autour, selon moi, de Delta E, puisqu'il est indiqué dans mon cas export, sur le site de la douane, donc ça veut dire en mode DTI. Et la question est, on ne pourra plus utiliser les services d'un RDE. Si, utiliser un RDE pour établir une déclaration ne change rien, que ce soit sous Delta G ou Delta IE. Et pour l'export, à partir de quelle date? Ce sera au plus tard le 14 décembre. Donc le 14 décembre, toutes les déclarations export seront établies sous Delta IE volet export. Mais vos RDE sont en capacité de faire le dédouanement. Il n'y a rien qui change. Donc si vous utilisiez un RDE ou des RDE pour établir vos déclarations export, ou import, bien évidemment, ça ne change rien. C'est le système qui change et il y aura quelques subtilités au sein du système, mais qui vont être
transparente entre guillemets pour vous, dans la mesure où c'est vos RDE qui vont vous solliciter pour obtenir des éléments complémentaires pour établir soit les déclarations import et ou les déclarations export. On en prend une petite dernière. Allez, une petite dernière. Et les expressistes, comment faire pour récupérer les données MACF et autres? Ah, ça c'est une question intéressante, puisque un expressiste, a fortiori, est aussi un RDE qui établit des déclarations et donc qui doit avoir les données. Et il doit être en capacité de vous les fournir, mais vous devez être en capacité de les demander. Et donc on revient au sujet du RDE. Moins vous avez de partenaires, mieux c'est pour collecter ces informations. Mais un expressiste sera soumis à la même enseigne qu'un RDE classique. Oui, puisque de toute façon l'importateur sera le même. Donc c'est pas... Ça ne change rien. Le MACF, on est vraiment dans un système de... Alors, c'est un mot, j'aime pas trop ce mot, moi, mais de prohibition. C'est comme si on importait des stupéfiants, quoi. Et... En tout cas, ça bloquera. Voilà, ça va vraiment ça va bloquer. Même si vous passez... Donc en fait, on essaie de comprendre à travers votre question. Si vous passez vous faites une importation via un expressiste et que cette déclaration faite par l'expressiste fait que vous passez le seuil des 50 tonnes, la marchandise sera bloquée chez l'expressiste. Il ne pourra pas non plus dédouaner. D'autant plus que l'expressiste est dans Delta I comme nous. Il a plus son propre système. Oui, il n'y a plus Delta X, tout à fait. Donc c'est commun à tous. Exactement. Parfait. Eh bien, merci à toutes et tous. On n'a plus qu'à vous remercier. On remercie aussi Ambre et Manel qui étaient à la régie. Et on vous dit bonne fin de semaine, un très bon week-end à vous et au prochain webinaire. Merci à vous, au revoir. Bon après-midi.